Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire consacré au budget mobilité. On va prendre 2 minutes pour permettre à tout le monde de nous rejoindre. En attendant, je vais vous demander de bien veiller à éteindre votre micro et votre caméra. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en deuxième partie du webinaire. Donc, essayez de bien faire ça dans le chat et pas dans le question-réponse. Ce webinaire est bien enregistré, donc vous aurez accès au replay dans les jours qui suivront. Et petit rappel également que le démarchage commercial n'est pas autorisé, donc merci de ne pas publier de messages à vocation commerciale dans le chat. Alors, 2 événements à venir pour patienter. Le workshop annuel de Tous Vélos Actifs qui aura lieu mardi prochain à Namur, dans les bureaux du SPOE, juste au-dessus de la gare. Workshop au cours duquel nous parlerons de cyclo-logistique en entreprise. On parlera aussi de comment faire pour impliquer la direction dans les actions de mobilité. Et on fera également un point sur le futur de Tous Vélos Actifs. Il y a certaines petites évolutions pour 2026. Le deuxième point dont il faut vous parler, c'est la formation en Mobility Management qui aura lieu à partir du 10 mars jusqu'au 2 juin. Donc une formation entièrement gratuite organisée sur 6 journées. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à ces 2 événements via les QR codes que vous voyez affichés à l'écran. Voilà, donc bienvenue à toutes et à tous. On va encore attendre une petite minute. Merci de bien éteindre votre micro, votre caméra. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons en deuxième partie du webinaire qui est enregistré. Donc vous aurez accès au replay dans les jours qui viennent. Petit rappel également que le démarchage commercial n'est pas autorisé, donc merci de ne pas publier de messages à vocation commerciale dans le chat. 2 événements à venir, juste avant qu'on commence. Le workshop annuel Tous Vélos Actifs qui aura lieu mardi prochain à Namur, dans les bureaux du SPOE, juste au-dessus de la gare. On y parlera cycle logistique en entreprise, on parlera de comment faire pour impliquer la direction dans ces actions de mobilité et du futur de Tous Vélos Actifs. Le deuxième élément, c'est la formation en Mobility Management, 6 journées gratuites de formation qui auront lieu du 10 mars au 2 juin. Voilà, n'hésitez pas à scanner ces QR codes pour vous inscrire, il reste encore de la place. Et je pense qu'on va pouvoir commencer. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, donc merci beaucoup. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je vais me présenter bien sûr. Donc, je m'appelle Arnaud Paquet, je suis conseiller à la cellule mobilité de Act for Wallonia. Je suis accompagné de mes collègues Béatrice Cobbens et Xavier Dont. Pour vous expliquer en 2 mots ce que c'est Act for Wallonia et la cellule mobilité. Donc, Act for Wallonia, c'est une fédération intersectorielle qui existe depuis plus de 50 ans, qui regroupe 27 fédérations. En gros, c'est le porte-parole officiel des entreprises implantées en Wallonie, dont l'objectif est de créer un cadre stimulant pour la création et le développement d'entreprises compétitives et durables en Wallonie. Act, en gros, c'est l'alliance entre l'ancienne Union Wallonne des entreprises et les chambres de commerce et d'industrie de Wallonie. On va avoir Act for Wallonia au niveau de la représentativité régionale, et au niveau local, on garde cet ancrage des différentes chambres de commerce et d'industrie dans chacune de leurs régions respectives. Act for Wallonia, c'est essentiellement du lobby en vue de promouvoir l'entreprise et l'entrepreneuriat, mais c'est aussi tout un volet de conseil aux entreprises par le biais de 5 cellules conseils qui sont la cellule environnement, le NCP Wallonie, la cellule Stage Up, le projet Teach in Steam, et bien sûr la cellule mobilité que nous représentons aujourd'hui. Cellule mobilité qui existe depuis maintenant 24 ans, qui résulte d'un partenariat entre le gouvernement wallon et Act for Wallonia, et qui mène toute une série de missions pour promouvoir au sein des entreprises une gestion durable de la mobilité, tant des personnes que des marchandises. La plupart des services de la cellule sont gratuits pour les entreprises. Petit changement toutefois depuis début 2026, la cellule va désormais développer une offre de services payants. Alors parmi les grandes missions de la cellule mobilité aujourd'hui, il y en a 4 principales. La première concerne l'aide aux entreprises et parcs d'activité économique, donc c'est ce qu'on appelle la gestion de la mobilité, avec dans un premier temps le helpdesk. Alors on n'est pas disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais c'est tout comme. On est quand même assez réactif, que ce soit par mail ou par téléphone, pour répondre à toutes vos questions en matière de mobilité.
Si vous voulez aller plus loin, on peut organiser aussi pour vous des bilans mobilité. Donc le bilan mobilité, c'est une vue d'ensemble, un diagnostic de la mobilité de votre entreprise avec toute une série de suggestions, de mesures qui vous sont proposées pour essayer d'améliorer encore la mobilité au sein de votre entreprise. On met également à disposition une boîte à outils qui s'appelle les 50 fiches actions pour la mobilité de votre entreprise, qui sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet. Le deuxième point, c'est l'aspect diffusion de l'information. On est en plein dedans aujourd'hui avec ce webinaire. On organise tout au long de l'année toute une série de conférences, colloques, workshops, ainsi que le réseau des Mobility Managers qui a lieu 3 à 4 fois par an. Nous sommes régulièrement invités pour des prises de parole, notamment dans les médias. Et alors, on communique également au moyen de nos réseaux sociaux, LinkedIn, notre site web, ainsi qu'au moyen d'une newsletter mensuelle. Le troisième point concerne la réalisation d'actions spécifiques. Donc là, on va être directement sur le terrain pour agir, d'une part au travers de l'opération Tous Vélo Actifs. Donc l'opération Tous Vélo Actifs, c'est une opération de sensibilisation auprès des employeurs wallons pour les encourager à mettre en place une politique cyclable en faveur du report modal en faveur du vélo. Donc l'idée, c'est d'encourager ces employeurs à développer le vélo taf en interne. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point par lequel on agit sur le terrain, c'est via l'organisation de la semaine de la mobilité dans les entreprises, pour laquelle nous sommes chaque année à la manœuvre du 16 au 22 septembre. Et le quatrième point, ça concerne la mise en œuvre de synergies. Donc, comment on va arriver à fédérer les acteurs qui sont nombreux, comment on va faire pour les mettre en relation, qu'ils soient institutionnels, qu'ils soient des opérateurs de mobilité, des entreprises ou directement des parcs d'activités économiques. C'est important pour nous d'arriver à faire du lien, par exemple, entre des entreprises issues d'un même secteur ou issues d'une même zone géographique. Voilà pour notre rôle. Et voici un petit coup d'œil sur l'équipe. Colette Pierrard, qui est notre responsable, qui n'est pas présente aujourd'hui. Par contre, comme vous le voyez, je suis accompagné de mes collègues Béatrice Cobens et Xavier Dante pour ce webinaire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec le programme du jour, donc, qui va concerner le budget mobilité. Je vais vous faire une petite rétrospective sur le contexte qui entoure ce budget mobilité et l'obligation qui en a découlé avant de céder la parole à Béatrice et à Xavier pour le reste des points qui vont vous amener vraiment dans le détail du budget mobilité et de ce que vous pouvez faire en plus pour accompagner ce budget mobilité. Donc voilà, c'était important pour nous de pouvoir remettre un petit peu de contexte au niveau de ce budget mobilité et de se replonger un petit peu quelques années plus tôt pour comprendre de quoi exactement il découle. Alors, quelques années plus tôt, ça nous ramène en 2019, année lors de laquelle le premier budget mobilité a été introduit. Alors, en 2019, on dénombrait quelques 500 000 voitures de société, ce qu'on appelle aussi des voitures salaires. Et comme vous pouvez le voir sur le graphe à droite, le nombre de voitures de société ne fait qu'augmenter depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, en 2026, on est même au-delà des 600 000 voitures de société. Donc ça représente à peu près 10% du parc de voitures en Belgique. Ces voitures de société, elles représentent un avantage salarial indéniable et ne font que renforcer au final la dépendance que l'on a vis-à-vis de la voiture individuelle. Cette dépendance à la voiture individuelle, elle va avoir plusieurs conséquences. La première, ça va être la congestion automobile qui a un coût estimé de, aujourd'hui, plus de 5 milliards d'euros par an. Alors, comment est-ce qu'on fait pour estimer ce coût? D'une part, ça concerne le temps perdu par les personnes qui sont coincées dans ces embouteillages. Comme on le sait, le temps, malheureusement, c'est de l'argent. La surconsommation des ressources utilisées pour alimenter ces voitures, que ce soit de l'électricité ou que ce soit du carburant, voitures qui sont coincées dans ces bouchons, et le coût de la pollution au niveau de la santé des personnes qui vont être affectées. Cette pollution atmosphérique, elle n'a pas qu'un coût financier, elle a aussi un impact environnemental et sur la santé des gens, impact environnemental qui, à plus long terme, va aussi impacter et accélérer le dérèglement climatique. Et enfin, il y a une troisième conséquence à évoquer, c'est l'impact urbanistique. Depuis plusieurs dizaines d'années,
le développement du tout à la voiture en Belgique a conduit à un étalement urbain assez prononcé, avec un vrai tout à la voiture qui s'est mis en place, y compris au niveau de l'espace qui est dédié à l'usage de la voiture, tant au niveau de la circulation que du stationnement des voitures, en particulier dans les zones urbaines. Alors tout ça s'est développé en parallèle d'évolutions environnementales et sociétales. On peut mentionner par exemple le fait que de plus en plus de travailleurs, notamment dans les jeunes générations, ne veulent plus forcément avoir une voiture de société, par exemple parce qu'elles n'en ont pas forcément l'usage, elles vivent en centre-ville, ou, et ça on le sait au travers de chiffres, les jeunes ont tendance à passer leur permis de conduire plus tard, voire à ne pas le passer du tout. On rajoute à ça le développement accru du télétravail, notamment depuis la crise du Covid, des objectifs climatiques à rencontrer au niveau régional, fédéral, européen et aussi mondial, et tout ça qui nous amène vers une transition de plus en plus souhaitée vers davantage de mobilité durable. Et c'est donc dans ce contexte-là que le budget mobilité vient se mettre en place. En mars 2019, le premier budget mobilité devient une possibilité implémentable par toute entreprise qui met à disposition au moins une voiture de société pour ses travailleurs pendant un minimum de 36 mois ininterrompus. Et j'insiste bien sur possibilité implémentable. À l'époque, ce n'est pas encore une obligation, ça devient juste possible de le faire. Le principe de ce budget mobilité, c'est que pour les entreprises qui le mettent en place, il devient accessible à tout travailleur qui a droit à une voiture de société, donc pas forcément un travailleur qui jouit de l'usage de sa voiture, mais qui a au moins droit, de par sa fonction, à une voiture de société, hors salary sacrifice. Comment est-ce que ça va se présenter? Ce budget mobilité, en gros, prend la forme du budget total de la voiture à charge de l'employeur, ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership, qui va être utilisable dans 3 piliers distincts. Je ne rentre pas maintenant dans les détails du TCO et des 3 piliers, je laisserai Béatrice vous en parler plus à ce sujet. Mais donc, le problème, c'est qu'en fait, on est sur une possibilité, donc il n'y a pas d'obligation à l'époque pour l'employeur d'implémenter le système dans son entreprise. C'est encore assez complexe administrativement à mettre en place et encore assez méconnu. On rajoute à ça le Covid qui intervient dans les mois qui suivent et on se rend compte au final qu'il y a un taux d'adoption qui est relativement faible du budget mobilité, tant auprès des employeurs qu'auprès des travailleurs ou pour les premières années. On parle de quelques centaines d'employeurs dans les 2 années qui suivent l'introduction du budget mobilité. Vous voyez qu'actuellement, on est passé à 3000 employeurs aujourd'hui. C'est bien, mais il y a encore beaucoup de marge si on veut que toutes les entreprises puissent y avoir accès. Et donc, pour permettre à ce qu'un plus grand nombre d'entreprises sautent le pas, l'idée de la coalition fédérale, c'était il y a 1 an, de passer à une obligation. Donc, le 31 janvier 2025, l'accord de coalition fédérale mentionne, je cite, que le budget mobilité sera systématiquement proposé par les employeurs aux employés comme possibilité lorsque ceux-ci ont droit à une voiture de société. Et là, systématiquement proposé, on n'est plus sur de la possibilité, on est bien sur une obligation. Cette obligation, on en a beaucoup parlé durant toute l'année 2025. Il y a une rumeur persistante qui a dit que l'obligation serait pour le 1er janvier 2026. Et on sait depuis maintenant le 23 décembre, 23 décembre dernier, suite à un accord au Conseil des ministres, que ce n'était bien qu'une rumeur, puisqu'on va plutôt s'orienter sur une obligation pour les entreprises de plus de 50 travailleurs sur le 1er janvier 2027. Pour celles qui occupent de 15 à 50 travailleurs, on partirait plutôt sur une obligation du 1er janvier 2028, et pour celles qui comprennent moins de 15 travailleurs, il n'y aurait pas d'obligation à adopter le budget mobilité, mais toujours cette possibilité de le faire. Les prochaines étapes, c'est quoi? C'est un passage au Conseil d'État, un passage au Parlement avant l'adoption définitive de la loi. Donc il y a encore des choses qui peuvent changer. Fondamentalement, on ne s'attend pas à de grosses modifications, mais il y a encore certaines choses qui vont très certainement évoluer, comme par exemple la question des éventuelles sanctions en cas de défaut de mise en conformité en temps et en heure. On est bien conscient que c'est le genre d'éléments qu'on devrait très certainement retrouver dans la loi une fois qu'elle sera adoptée.
Voilà pour cette petite introduction et cette remise en contexte. Je vais maintenant céder la parole à Béatrice, qui va rentrer encore un petit peu plus profondément dans le vif du sujet. Voilà, merci beaucoup pour Arnaud pour l'intro qui remet bien le cadre. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le concret avec, ok, ben donc cette obligation, elle arrive, mais donc très concrètement, c'est quoi ce budget mobilité? Comment est-ce qu'on s'y prend? Donc, le budget mobilité, c'est on regarde combien coûte la voiture de société à l'entreprise, on arrive à un montant, et ce montant, le travailleur a deux choix, soit il garde la voiture de société traditionnelle, habituelle, donc ça coûte ce montant-là à l'entreprise, puisque c'est comme ça qu'il a été déterminé, soit il transforme ce montant en un budget mobilité qu'il pourra alors utiliser sous trois formes, trois piliers. Donc le pilier 1, c'est une voiture qui doit être électrique depuis 2026, pour les nouvelles commandes depuis 2026. Le pilier 2 qui regroupe les moyens de transport durables et le logement. Et s'il reste une partie du budget qui n'aurait pas été utilisée dans les piliers 1 et dans les piliers 2, en fin d'année, on solde les comptes et le résidu est versé aux travailleurs. Donc je vais revenir sur chaque pilier un peu plus en détail. Euh, Tout d'abord, établir le montant TCO. Donc, c'est bien un montant TCO. Donc, c'est pas uniquement l'amortissement de l'achat ou le prix, le loyer que vous payez mensuellement à votre leaser. C'est un peu plus large que ça, puisqu'on prend effectivement ces coûts-là, mais on prend aussi les coûts de recharge ou de carburant, plus probablement de recharge, parce qu'il y a quand même quasiment plus que de l'électrique dans les nouvelles voitures qui sont commandées. Et les frais annexes, c'est-à-dire les frais de stationnement, les frais de car wash, etc. Tout ça sont des frais que vous pouvez prendre en compte dans l'établissement de votre total cost of ownership. Et évidemment, les charges fiscales et parafiscales, c'est-à-dire essentiellement les cotisations ONSS, etc. Donc il y a une liste vraiment exhaustive et des formules qui sont à votre disposition pour établir ce montant TCO. Alors, le pilier 1, donc c'est la voiture qui doit nécessairement être électrique depuis 2026. Alors, le travailleur n'a pas l'obligation de prendre une voiture, c'est une possibilité qui lui est offerte. Et vous, en tant qu'employeur, vous pouvez aussi choisir d'en proposer ou de ne pas en proposer. C'est-à-dire que vous avez quand même beaucoup de flexibilité dans la manière dont vous souhaitez proposer le budget mobilité. La loi propose énormément de choses et vous choisissez d'ouvrir ou de fermer les possibilités à vos travailleurs. Donc, vous pouvez choisir de ne pas proposer un pilier 1 dans votre budget mobilité. Vous pouvez aussi en proposer un et vous pouvez en imposer à vos travailleurs dont les missions l'exigent. Donc ça, c'était déjà une possibilité dans le budget mobilité, mais cette fois-ci, elle est vraiment indiquée dans la loi. Donc pour vos commerciaux, pour vos techniciens, pour tous vos travailleurs qui ont des déplacements qui ne peuvent être réalisés qu'en voiture, vous pouvez imposer d'avoir une voiture et, euh, et vous devez simplement pouvoir le justifier, voilà, du fait de leur fonction et de leur responsabilité. Ce pilier 1, il est taxé d'une manière que vous connaissez bien en tant que gestionnaire de flotte. C'est comme une voiture de société classique. Donc, on calcule un ATN, on paye des cotisations CO2, etc. Tout ça est tout à fait classique. Euh, il y a ensuite le pilier 2. Donc là, vous avez une obligation légale. Vous devez proposer au moins un élément dans ce pilier. Vous pouvez en proposer beaucoup plus. Évidemment, plus vous proposez d'options, plus vous ouvrez le budget mobilité, plus il sera attractif pour vos travailleurs. Mais voilà, libre à vous de limiter certaines options qui vous semblent peu intéressantes, dangereuses ou difficiles à mettre en œuvre. Euh, les possibilités dans ce pilier 2 sont extrêmement nombreuses. Euh, il y a tout ce qui est billets, abonnement de transport public, une indemnité vélo, la possibilité d'une indemnité piéton qui n'existe pas en dehors du budget mobilité, tout ce qui est mobilité partagée, donc les trottinettes partagées, les vélos partagés, les voitures partagées, le leasing vélo, l'achat de vélo, de casques, de sièges, enfin voilà, il y a énormément de possibilités, tout ça pour le travailleur et sa famille dans l'espace économique européen. Et alors la partie logement du pilier 2, donc c'est la possibilité d'intervenir dans les frais de logement, donc le loyer ou le prêt hypothécaire au nom du travailleur, à condition d'habiter au moins à 10 km, à moins de 10 km, pardon, du lieu de travail principal qui peut être le lieu de travail légal ou le lieu de travail effectif du travailleur. Ce pilier 2, c'est le plus intéressant parce que là-dessus, il n'y a ni impôt ni ONSS.
ni cotisation patronale. Donc vraiment, c'est plus que du brut pour du net, c'est vraiment le coût total pour l'employeur du travailleur qui est donné en net. Donc il est extrêmement intéressant fiscalement. Et donc le pilier 3, j'en ai déjà parlé, c'est ce qui resterait. Et ce qui est récupéré en cash en fin d'année, lui est par contre soumis à une cotisation ONSS de 38,07%. Ça peut paraître élevé, mais en fait, les cotisations employeurs à 25%, enfin les cotisations patronales à 25%, plus cotisations travailleurs à 13,07, on se retrouve sur un montant tout à fait similaire. Et comme on n'a pas d'impôt, ça reste quand même plus intéressant que du salaire net. Voilà, alors quelques petits exemples pour rendre tout ça un peu plus concret. Voilà, on a une personne qui renonce à une voiture qu'on a estimée à 8 000 € par an. Elle choisit une voiture électrique dans le pilier 1. Il lui reste un peu de budget avec lequel elle choisit de s'abonner à un vélo partagé, par exemple Libia Vélo à Namur. Oups, je n'ai plus de batterie, je vais me rebrancher. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Donc, un abonnement à des vélos partagés, des tickets de transport en commun et aussi des tickets de train internationaux pour partir en vacances avec sa famille. S'il reste du budget en fin d'année, il lui sera versé avec le pilier 3. Un autre exemple, une voiture un peu plus petite, à 6 500 € annuellement. Cette personne choisit de renoncer entièrement à sa voiture, elle n'en a pas besoin pour aller travailler. On peut imaginer un jeune travailleur, il décide de tout mettre sur son logement, qui est situé à proximité de son travail, donc un jeune travailleur qui quitte le domicile de ses parents, qui choisit une location à proximité de son travail et qui va utiliser, comme il n'a pas de voiture de société, il va utiliser les possibilités voiture du budget mobilité. Donc par exemple un abonnement à du car sharing qui devra nécessairement être électrique depuis 2026 et la possibilité aussi de louer des voitures pour ses vacances puisqu'il n'a pas de voiture en dehors, puisqu'il n'a pas de voiture dans le budget, il utilise les possibilités de voiture de manière plus ponctuelle au sein de son budget mobilité. Et puis s'il reste du cash, toujours le même principe. Alors ça, c'est le budget tel qu'il existe aujourd'hui, mais qu'est-ce qui change avec cette obligation en 2027 ? Eh bien, donc, et je tiens à préciser que je vois vos questions et qu'on y répondra tout à la fin. Je ne vous ignore pas, c'est promis. Il y a un moment dédié aux questions-réponses à la fin. Arnaud l'a dit en début de séance, mais comme certains sont arrivés en cours de route, je le reprécise. Donc, voilà, cette obligation, comment est-ce qu'elle va s'appliquer? Alors, évidemment, on n'a pas encore le texte légal final. Il doit encore subir plusieurs étapes législative pour devenir une loi, donc il pourrait encore être modifié, mais de ce qu'on en sait, l'obligation s'appliquerait pour ceux pour qui le budget mobilité est possible aujourd'hui. Donc, il faut savoir déjà si vous êtes éligible. Donc, est-ce que vous avez des voitures de société? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas, et donc forcément l'obligation ne s'applique pas à vous, vous ne pouvez pas proposer de budget mobilité, et donc vous n'êtes évidemment pas obligé d'en proposer un. Si vous proposez bien des voitures, il faut que ce soit des voitures liées à la fonction, et pas des voitures obtenues soit dans le cadre d'un échange salarial, comme un plan cafétéria, ou des voitures résultant d'une attribution personnelle, c'est-à-dire à la tête du client. Donc voilà, le patron qui veut récompenser sa secrétaire avec qui il travaille depuis 10 ans, à qui il octroie une voiture, mais toutes les autres secrétaires n'en ont pas. Ça, c'est une attribution personnelle, ce n'est pas une voiture qui, aujourd'hui, est éligible au budget mobilité. Évidemment, le texte de loi pourrait encore évoluer sur ce point. Si vous êtes bien dans ce cas de figure, il faut que ces voitures que vous proposez, liées à la fonction du travailleur, soient dans l'entreprise depuis au moins 36 mois, donc 3 ans. Il y a une exception qui est prévue si votre entreprise a moins de 3 ans. Évidemment, vous ne pouvez pas proposer des voitures depuis plus de 3 ans si votre entreprise n'existe pas depuis tout ce temps-là. Et si vous en proposez déjà depuis plus de 3 ans, alors on rentre dans le dernier... j'ai un petit curseur ici. Dans la dernière phase de condition, donc avec les différentes étapes. Si vous avez plus de 50 travailleurs, ce sera l'obligation dès 2027, comme l'a précisé Arnaud. Si vous en avez entre 15 et 50 obligations, vous avez une année de plus pour vous mettre en
en ordre, donc 2028. Et pour ceux qui ont moins de 15 travailleurs, vous n'avez pas l'obligation, mais vous avez bien la possibilité de le faire. Et il est probable que vos travailleurs vont vous challenger et vous demander de le faire, puisque tous vos concurrents plus gros proposeront le budget mobilité. Donc voilà la situation dans laquelle on est, et je reviendrai sur la méthode de calcul des 50 travailleurs. Tout à fait, on parle bien de travailleurs et non de bénéficiaires d'une voiture de société. Alors, je vais revenir sur les quelques questions qui nous sont revenues le plus fréquemment sur les 2 dernières semaines, puisqu'on a un helpdesk avec un numéro gratuit et une adresse mail, et elle a bien chauffé ces derniers temps avec toutes vos questions sur le budget mobilité. C'est aussi la raison de l'organisation de ce webinaire, pour vous répondre à tous en même temps. Donc la première question qui revient le plus, c'est est-ce que tous les travailleurs concernés devront choisir le budget mobilité? Donc non, l'obligation, elle est bien pour l'employeur. L'employeur devra proposer systématiquement, mais le travailleur, lui, garde bien sa liberté de choix. Donc le travailleur pourra choisir de rentrer dans le système ou de le refuser et de garder alors la voiture à laquelle il avait historiquement droit. Deuxième question, puis-je forcer un travailleur à prendre une voiture? J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais donc oui, vous aurez bien la possibilité pour les fonctions qui le nécessitent. Donc vous n'avez pas la possibilité d'interdire à vos commerciaux de prendre le budget mobilité, mais vous avez bien la possibilité de leur imposer un véhicule, et vous avez même la possibilité de choisir le ou les véhicules auxquels ils auraient droit. Vous pouvez fonctionner avec un catalogue, comme vous le faisiez peut-être pour votre car policy auparavant. Donc vous pouvez soit imposer des conditions générales, vous avez besoin d'avoir un coffre avec au moins 30 centimètres pour pouvoir transporter tel matériel, ou est-ce que vous pouvez fonctionner avec une car list, un catalogue défini. Alors, comment se calcule la limite des 50 travailleurs? Donc, ça, c'est une question qui est évidemment au cœur de nombreuses réflexions. Eh bien, c'est en fonction de votre déclaration à l'ONSS, donc votre déclaration DMFA. On regarde la moyenne de la période de référence précédente. Donc, c'est année N-, le dernier trimestre de l'année -2. Donc, si l'obligation pour vous s'applique en 2027, on regarde le dernier trimestre de 2025 et les 3 premiers trimestres de 2026. On fait la moyenne des travailleurs que vous avez déclarés dans votre déclaration, dans votre BMFA. Et si cette moyenne se trouve au-delà de 50 travailleurs, vous êtes tenu à cette obligation. Si vous êtes en dessous, vous avez une année supplémentaire pour vous mettre en ordre. Évidemment, si vous êtes en dessous de 15, vous êtes exonéré de manière permanente. Voilà. Et je pense que c'est ma dernière question, c'est quid des leasings en cours? Est-ce que je vais me retrouver avec tous mes travailleurs qui choisissent le budget mobilité, qui renoncent à leur voiture et des dizaines de voitures sur mon parking? Donc non, les leasings en cours peuvent bien se terminer, c'est précisé dans le texte. Ça a été bien entendu par le ministre que c'était pas gérable d'avoir des dizaines de leasing qui s'arrêtent en même temps. Donc c'est bien au moment du renouvellement du véhicule, en achat ou en leasing, que voilà, l'alternative doit être proposée. Est-ce que tu veux une nouvelle voiture ou est-ce que tu veux un budget mobilité? Donc ce renouvellement va se faire progressivement au fur et à mesure du renouvellement de votre parc. De la même manière, les leasings qui sont en cours au sein d'un budget mobilité, j'ai dit que les voitures devaient nécessairement être électriques depuis 2026. Donc les voitures que vous auriez prises au sein d'un budget mobilité et qui répondaient aux normes pré-2026 peuvent bien se finir au sein du budget mobilité. C'est seulement vos nouvelles commandes qui doivent impérativement être zéro émission. Voilà, je pense qu'avec ça, j'ai quand même couvert l'essentiel. Ah ben oui, la dernière question, qui est quand même un gros morceau, c'est mais quand sortira cette fameuse loi? Alors là, j'ai pas de boule de cristal pour vous répondre, mais quand même, on voit que les travaux sont quand même déjà bien avancés. Donc, on pense que ce sera dans la première partie de l'année 2026, quelque part entre mars et juin, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc, je vois qu'il y a plein de questions, donc on y reviendra à la toute fin dans la partie questions-réponses. Et si avec tout ça, vous êtes prêt à lancer votre budget mobilité, quelques petites étapes. Donc d'abord,
réfléchissez bien à quel est votre objectif. Est-ce que vous voulez faire un budget mobilité à minima ou est-ce que vous voulez être un employeur attractif? Quel temps et quel budget vous êtes prêt à consacrer à ce projet? Combien de temps est-ce que vous avez? Quelles ressources humaines aussi vous avez en interne? Vérifiez si vous êtes bien éligible, donc l'histoire des 36 mois, etc. Calculez vos budgets en TCO, le budget de vos voitures telles qu'elles existent aujourd'hui. Choisissez ce que vous ouvrez. Donc j'ai dit, hein, dans les piliers, vous pouvez choisir ce que vous proposez ou ce que vous fermez. Donc réfléchissez bien à ce que vous souhaitez proposer, si vous voulez tout ouvrir ou si vous voulez avoir quelque chose d'un peu plus réduit. Une fois que vous avez décidé tout ça, vous le couchez sur papier dans une mobility policy. Et puis, si vous décidez d'ouvrir énormément de choix, peut-être que ça peut être intéressant de choisir un prestataire pour gérer votre budget mobilité. Il y a un comparatif sur notre site. Donc, il y a une dizaine de plateformes en fait qui proposent de gérer ce budget mobilité pour vous, qui gère sa gestion quotidienne, mais ça reste à vous de décider comment est-ce que vous souhaitez l'implémenter. Donc, les 5 premières étapes restent quand même d'application. Et maintenant, je vais laisser le mot de la fin à Xavier avant de passer à toutes les questions. Merci beaucoup, Béatrice. Je prends le contrôle en une seconde. Voilà qui est fait. Maintenant qu'on sait un peu le contexte de ce budget mobilité et ce qu'il implique pour les entreprises, qu'est-ce qui est possible pour certaines, qu'est-ce qui est obligatoire, on va maintenant s'attarder justement, maintenant on a une obligation. En fait, ça devient un nouveau levier, justement, que les entreprises vont pouvoir activer pour leurs travailleurs d'un point de vue RH, justement, pour pouvoir attirer, fidéliser. Et on va voir justement, maintenant qu'on sait en quoi consiste le budget mobilité, voyons un peu justement quels avantages il implique, même si on en a déjà parcouru certains. Première chose, c'est clairement de l'optimisation salariale, étant donné que le budget sera moins imposé que du salaire et qu'une voiture de société classique. Et donc, ça permet justement de rendre plus attrayant le package salarial qui est proposé à son travailleur. Toujours au niveau du salaire, ça permet une rémunération donc, qui est plus flexible, étant donné qu'avec un seul et même avantage, le budget mobilité, chaque collaborateur va pouvoir en faire plusieurs usages différents. On va y revenir. Le budget mobilité de son cousin dans une entreprise ne sera pas forcément le même que celui qu'on a dans son entreprise. Un autre avantage pour l'entreprise, c'est directement une maîtrise des coûts. Le budget, il est fixé en fonction des calculs TCO qu'on a fait préalablement et on n'est plus tributaire du prix du carburant, du comportement des travailleurs, etc. Donc, ça permet d'avoir une vision à plus long terme sur le coût du budget ou de la voiture pour l'entreprise. Au-delà de cela, c'est aussi une question d'image. Ça montre une entreprise qui va avancer avec son temps, avec sa responsabilité sociétale et tout ce qui va avec. C'est aussi pouvoir communiquer là-dessus en fonction des valeurs de l'entreprise et de l'image qu'elle a envie de véhiculer. Au-delà de ça, c'est aussi un impact direct sur les émissions de l'entreprise, étant donné que s'il y a des voitures qui sont moins polluantes, plus petites, en nombre inférieur, ça aura un impact général sur les émissions de l'entreprise. Et pas que sur les émissions, mais aussi sur les accidents de manière générale au niveau de la société. On a parlé tout à l'heure des coûts au niveau accidents, etc. Arnaud le mentionnait tout à l'heure, et l'impact climatique de toutes ces voitures. Et au niveau congestion, ça réduit aussi tout ce qui en touche au niveau pollution sonore, microparticules, etc. Au niveau belge. On en a parlé, c'est un nouvel avantage extra-légal qui vient s'ajouter à des avantages extra-légaux qui existent déjà. Je pense au chèque repas, à des assurances groupes, à des éco-chèques, à des assurances hospitalisation, etc. Maintenant, on les retrouve au fil des années dans beaucoup d'offres d'emploi. On se rend compte que ce n'est pas forcément pour ça que l'employé va signer le contrat, mais c'est sûr que vu l'usage qui est fait maintenant du budget mobilité, on voit qu'on était seulement à quelques centaines début 2019, maintenant on est à 3000. Maintenant qu'il y a une obligation pour arriver là-dedans, il va clairement y avoir
une saturation en fin d'année, tout le monde va se mettre au budget mobilité. On verra le nombre d'entreprises qui auront adopté le budget mobilité, en plus de celles et ceux des entreprises qui sont obligées de 2027 et de 2028, mais en plus toutes les entreprises qui ont intérêt à le faire. Et donc, comme pour les chèques repas et les autres avantages extra-légaux, mais on le voit de plus en plus que les travailleurs s'attendent, en tout cas espèrent, avoir un budget mobilité, et ça pourrait être une goutte d'eau qui fait pencher la balance pour signer ou pas un contrat. Je parlais de signer des contrats, ça permet clairement d'attirer et de fidéliser des talents à l'heure actuelle. Et donc, ça fera partie de la demande des collaborateurs autant actuels, parce qu'on imagine bien que si vous nous posez des questions sur la boîte mail ces dernières semaines, c'est parce qu'il y a aussi des questions en interne qui arrivent. Et donc, c'est une demande tant des collaborateurs actuels que des futurs collaborateurs. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir transformer une supposée contrainte. On sait que c'est une nouvelle loi qui arrive et on sait qu'avec les PayPal, etc., et chaque année, je vais dire, apporte son lot de nouvelles législations, etc., notamment en matière de mobilité. L'idée ici, c'est de pouvoir transformer, en tout cas, on essaie de vous donner des outils pour transformer une supposée contrainte en levier stratégique et justement de pouvoir saisir l'opportunité qu'est le budget mob. Je parlais de demande des futurs collaborateurs très rapidement. Il y a vraiment un axe au niveau de la flexibilité, c'est Béatrice qui le disait. Le cadre légal, même si on ne connaît pas encore tout, mais on en connaît les très grandes lignes, le cadre laisse justement plusieurs options ouvertes. Voiture, pas voiture, quelle option du pilier 2 ouverte ou pas ouverte. Donc, vous avez de la flexibilité en tant qu'employeur de proposer une solution justement qui n'est pas unique. Au niveau de la personnalisation du travailleur, chaque travailleur en fait va pouvoir composer sa propre solution de manière personnalisée, en fonction de son profil, en fonction de son lieu de vie. Sa situation sera différente s'il habite effectivement proche ou pas proche. Il va pouvoir se permettre de prendre un vélo ou pas. Il va pouvoir vraiment choisir peut-être de se passer de la voiture parce que son conjoint ou sa conjointe a une autre voiture, ou venir à vélo, venir à pied, ou venir en transport en commun, etc. En fonction de sa situation familiale, en sachant aussi que ce sont des situations qui évoluent. Si on a un enfant en bas âge pour lequel on a absolument besoin d'une voiture, mais peut-être que dans 3 ans, cet enfant sera plus autonome en fonction du moment de sa vie. Donc, chacun va pouvoir composer sa propre solution. Et ce qui est sûr, et c'est ce qu'on remarque avec ce qui se passe depuis des années, vu qu'il y a quand même des entreprises qui ont passé le pas de ce budget mobilité, c'est que 2 collaborateurs, justement, n'en feront jamais le même usage et qu'il ne faut pas se fier, justement, à ce qui est possible dans une autre entreprise. C'est vraiment la situation, le choix qui est fait par l'entreprise, dans les piliers qui sont mis à disposition, et puis la personnalisation qui en est faite par le travailleur. Au-delà de ça, un troisième axe qu'on identifie, c'est au niveau des valeurs. Le travailleur va se déplacer justement d'une manière cohérente avec ce qui est important pour lui. Peut-être qu'il voudra réduire son impact climatique, prendre soin de sa santé, de son bien-être. Il pourra être fier aussi de travailler pour une entreprise qui est alignée avec des valeurs plutôt que justement une entreprise qui donne des voitures de société trop grandes ou trop polluantes justement à ses employés et justement qui allie l'acte à la parole au niveau de sa responsabilité sociétale et de son impact justement en manière de CO2, etc. Donc, ici, les valeurs, c'est pas abstrait, ça va vraiment influencer l'engagement, la motivation et la fidélité des collaborateurs. Maintenant, vous avez le choix. Maintenant qu'on connaît le contexte, vous savez si vous êtes obligé ou non, si vous pouvez, si vous avez la possibilité d'instaurer un budget mobilité. Donc, ce qui est sûr, c'est que dans les 2 cas, que vous fassiez un budget mobilité au minimum légal, parce qu'il faut le faire, ou alors que vous disiez vraiment on saisit l'opportunité et on essaye de mettre le paquet dans la limite du raisonnable. Dans tous les cas, ça va vous coûter un peu de temps. La preuve ici, vous passez 1 heure avec nous, donc le temps, il est déjà du temps, vous en avez déjà consacré un tout petit peu, et potentiellement un peu d'argent si vous devez vous faire accompagner justement pour faire un budget mobilité. Soit vous faites donc un budget mob qui respecte la loi, mais tant mieux, vous respecterez la loi, vous n'aurez pas de sanctions. Mais malheureusement, il n'intéressera peut-être personne ou très peu de gens et n'atteindra pas justement son plein potentiel.
Ou alors, vous saisissez l'opportunité, vous faites ce qu'on va nous appeler dans la popote interne un vrai budget mob. Alors, pas forcément en ouvrant toutes les vannes du pilier 2, parce que Béatrice l'a dit, et il y a une panoplie. On peut aller du métro madrilène au tram à Ostende, que ce soit pour ses enfants, pour soi, etc. Donc, il y a vraiment une panoplie de possibilités. Mais donc, justement, quelque chose qui va correspondre aux besoins et aux envies des collaborateurs et des potentiels futurs collaborateurs. Donc, ici, il y a vraiment un choix à faire où l'entreprise met le curseur, soit le minimum, ce qu'on n'encourage pas forcément, évidemment, soit on saisit l'opportunité et on essaie vraiment de faire quelque chose pour le bien de ses collaborateurs et in fine le bien de son entreprise. On vous donne quand même des outils pour tenter de saisir l'opportunité, parce que si par exemple vous ouvrez demain un budget mobilité, mais qu'on n'informe pas ses collaborateurs, on sensibilise pas, on promeut le vélo, mais en fait il n'y a pas de parking vélo et on donne juste la possibilité d'avoir un vélo par exemple en leasing à ses collaborateurs, mais on le voit par expérience, personne ne va faire du vélo juste en lui donnant un vélo. Donc il faut pouvoir s'équiper pour pouvoir accompagner ses collaborateurs. De ce point de vue-là, nous, on a deux solutions qu'on propose aux entreprises. C'est soit de faire un bilan mobilité et ou de l'accompagner justement d'un accompagnement dédié au vélo, comme le mentionnait Arnaud en début de présentation. Nous, ce qu'on fait dans un bilan, c'est qu'on se rend en entreprise et on établit un profil d'accessibilité de l'entreprise, un profil de mobilité des travailleurs, et on regarde justement quel est le potentiel de report modal et on recommande quelques pistes d'action. On n'est pas ici un bureau d'études, on va juste mettre le pied à l'étrier et vous donner quelques pistes justement d'action. Mais donc ici, on n'est pas dans de la consultance, c'est un service qui est gratuit pour les entreprises. C'est juste histoire au moins de faire le point sur l'état des lieux. C'est un état des lieux justement de la mobilité de ces personnes. À côté de ça, on a l'accompagnement vélo financé par la Wallonie qui s'appelle Tous Vélo Actifs. Et là, on accompagne 150 grandes organisations depuis près de 12 ans maintenant, donc uniquement les organisations de plus de 100 travailleurs. Ici, on est aussi sur un accompagnement qui est gratuit, qui est personnalisé et qui est donc sur la durée. Et on a la chance, depuis 1 an maintenant, de pouvoir aussi accompagner au niveau du vélo les plus petites entreprises, donc entre 10 et 100 travailleurs, là aussi avec un accompagnement qui est personnalisé. Là, il y a un prix, il n'est plus gratuit, mais il est bien en dessous de la valeur réelle grâce au subside. Et donc là, on va déjà plus loin sur le vélo en particulier, et ça permet justement de passer à des actions. J'en viens juste pour préciser l'accompagnement vélo, en quoi il consiste. On fait un audit sur place, justement, où on va pouvoir analyser les pratiques pour révéler le potentiel vélo au niveau des infrastructures, des incitants, de l'information qui est en place. On va calculer le potentiel cyclable. On va recommander des actions, justement, pour pouvoir activer les bons leviers au bon moment et aussi avec les bons outils. Arnaud parlait d'outils. On a des outils aussi spécifiques pour le vélo sur comment pouvoir faire un bon parking, qu'est-ce qu'une indemnité vélo, comment mettre en leasing en place. Et la dernière chose, ce sera bien beau d'avoir un parking vélo et une possibilité de leasing, mais s'il n'y a aucune sensibilisation en interne, ce n'est pas du jour au lendemain, évidemment, que des gens se mettent à venir à vélo ou en transport en commun. Et donc, il faut pouvoir sensibiliser pour créer l'envie, rassurer et accompagner ses collaborateurs justement vers de nouvelles habitudes. En plus de ça, évidemment, ici, on vous liste une panoplie d'outils, à vous de choisir ce que vous voulez. Comme pour le pilier 2, c'est flexible. On propose aussi de devenir autonome. Arnaud le mentionnait tantôt au tout début pour celles et ceux qui étaient déjà là à leur pile. C'est la formation Mobility Manager. On a une session qui commence au printemps. Je l'ai juste ici. Il nous reste encore quelques places. C'est quelque chose qui est financé par la Wallonie, justement, en 6 jours, et ça allie théorie et pratique, avec tous les aspects, justement, pour pouvoir gérer sa mobilité en entreprise. On parle de fiscalité, de plan de déplacement, de fleet, un gros volet électrification, évidemment, le budget MOB pour avoir de manière encore plus complète ce qui est condensé aujourd'hui en webinaire. On parle des modes actifs avec les piétons, les vélos, etc. Et évidemment, on aborde la communication et la sensibilisation. Il nous reste encore quelques places et la formation débute dans un gros mois. Donc voilà, ici, c'est vraiment un outil pour vous rendre autonome.
À côté de ça, vous le faites aujourd'hui, c'est s'informer justement pour voir qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui est obligatoire, etc. Ce qui peut être utile aussi, c'est de pouvoir informer ses collaborateurs pour éviter qu'ils aient la mauvaise information, qu'ils n'aient pas la bonne information. Et donc justement de les informer en interne sur c'est quoi le budget MOB, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire, qu'est-ce que l'entreprise a décidé de proposer ou non. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en entreprise à la demande. C'est venir justement informer vos collaborateurs. Vous pouvez évidemment le faire vous-même, mais il est essentiel de pouvoir informer, sinon évidemment, personne ne le prendra. Et alors, quelque chose d'autre qui nous semble hyper important, c'est de pouvoir sensibiliser en interne. On disait tout à l'heure, personne ne va faire du vélo du jour au lendemain, personne ne change d'habitude sans sensibilisation. Et on a aussi toute une panoplie de sensibilisation. Certaines sont incluses directement dans les accompagnements vélo qu'on propose, certaines sont gratuites, certaines sont payantes. On en a pas mal sur le vélo, mais c'est vrai que quand on parle de sensibilisation et de changement d'habitude, c'est assez pertinent aussi, que ce soit pour des transports en commun, etc., ou pour revoir aussi sa mobilité avec des voitures partagées, etc. Mais donc, on en a plusieurs, comme une qui pourrait correspondre, c'est par exemple la fresque de la mobilité qui est inspirée de la fresque du climat et qui peut permettre de comprendre justement les enjeux et les conséquences environnementales de notre mobilité. Et on découvre au sein d'un atelier justement qui est ludique en 2-3 heures des leviers d'action qui sont activables soit en entreprise, soit de chez soi. On peut aussi organiser, on propose maintenant un serious game qui s'appelle Roue libre et qui permet justement de se rendre compte de manière fictive la réalité d'un automobiliste et d'un cycliste pour venir en travail. Donc, il y a toute une série de formations. Ici, on a une formation aussi à vélo dans le trafic qui est proposée, où justement, pour pouvoir aller dans le trafic, en fonction parfois des croyances ou des craintes que certains peuvent avoir dans le trafic, de savoir comment se comporter derrière un camion, comment aborder un rond-point, etc. Et donc, on a toute une panoplie de sensibilisation qui sont disponibles en entreprise. Voilà tout pour les sensibilisations et formations et les outils qu'on propose. Depuis peu, Arnaud le disait en début de webinaire, on propose des services payants et ici, on se positionne aussi pour accompagner les dizaines de milliers d'entreprises belges et wallonnes qui vont devoir justement instaurer un budget mobilité. On l'a dit, ça prend un peu de temps, ça peut coûter un peu d'argent si on se fait accompagner. Dans tous les cas, ça va être un investissement en ressources humaines ou financiers, ou les deux, dans les prochains mois pour les entreprises qui sont obligées, mais aussi pour celles qui souhaitent instaurer un budget mobilité, justement, pour le bien de leurs collaborateurs et futurs collaborateurs. Voilà pour notre webinaire. Maintenant, je pense qu'on a toute une série de questions auxquelles on va répondre dans le chat. Et je rejoins mes collègues Béatrice et Arnaud. Oui, tout à fait. Donc, merci beaucoup, Béatrice et Xavier, pour... Oula, on a perdu le... On va plus les slides. Ok, Je le remets parfait. si tu veux. Comme ça, on peut laisser la possibilité à tout le monde de pouvoir avoir accès au QR code. Il nous reste une dizaine de minutes pour passer en revue vos différentes questions. J'ai vu qu'il y en avait quasiment une vingtaine, donc on va essayer d'être rapide et efficace. Première question, un travailleur qui est amené de par sa fonction à travailler sur 2 sites de manière égale, mais sans être considéré comme commercial ou itinérant, peut-il être considéré comme tel? Et dès lors, on ne doit pas lui proposer les 3 piliers, mais bien uniquement le véhicule, dans ce cas uniquement 100% électrique. Béatrice? Donc, si la personne a une fonction qui justifie d'avoir un véhicule, peu importe comment elle est catégorisée, c'est vous qui évaluez si la personne a besoin d'un véhicule, alors vous pouvez lui imposer le pilier 1. Maintenant, cette personne, en fonction de comment vous cadrez ce pilier 1, il est possible que cette personne ait encore du budget et alors qu'elle pourra dépenser dans son pilier 2 ou son pilier 3. Évidemment, si vous imposez que la seule voiture qu'il puisse prendre, c'est celle qu'il a déjà, ça va consommer l'ensemble de son budget et donc, de facto, il sera dans le budget mobilité, mais il n'y aura pas de différence, disons, entre le budget mobilité et le véhicule auquel il avait droit précédemment. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Mais donc c'est bien vous qui, c'est pas
c'est pas uniquement si la personne est commerciale que vous pouvez imposer le véhicule. C'est vous qui évaluez si la personne en a besoin. Et alors, libre au travailleur de challenger en disant, mais non, voilà, je pourrais effectuer mes missions d'une autre manière. Et là, la discussion s'engage. Alors, deuxième question, si mon budget mobilité est basé sur la car list de l'année passée et que cette année j'augmente le TCO de la car list, suis-je obligé d'augmenter le budget mobilité des nouveaux adhérents ou puis-je ne pas l'indexer et rester sur les budgets existants? Une fois que les catégories sont fixées dans votre budget mobilité, vous n'êtes pas obligé, non, de les mettre à jour. Au contraire, une fois qu'elles sont fixées, c'est un peu l'avantage du budget mobilité aussi, c'est que ça garde les coûts sous contrôle. Même si les voitures augmentent, les budgets peuvent rester les mêmes. La seule possibilité d'augmentation qui est prévue dans le budget mobilité, c'est la possibilité de suivre l'indexation des salaires, mais qui n'est pas une obligation. Dans le pilier 2, y a-t-il des restrictions dans les accessoires vélo? Il est parfois difficile de s'assurer qu'il s'agit bien de dépenses pour faire du vélo, comme des lunettes de soleil, vestes chez Decathlon, habits d'hiver. Alors, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est casque, éclairage, sacoche, tout ça, ça passe dans les accessoires vélo. Euh, Malheureusement, si ça rentre dans les détails type lunettes de soleil ou veste chez Decathlon, ça, normalement, ça rentre pas. Ouais. Si on prend un véhicule de location ou un taxi ou autre véhicule dans le pilier 2, celui-ci doit dès lors obligatoirement être 100% zéro émission. Doit-on alors refuser le taxi non électrique ou une voiture de location thermique? Alors, il y a une petite subtilité, c'est pas l'entièreté du pilier 2 qui doit être électrique depuis 2026. C'est les scooters, deux roues, quadricycles, etc. doivent être en achat ou en location, doivent être location long terme, hein, doivent être électriques. L'autopartage et le covoiturage doivent s'effectuer avec des véhicules électriques. Alors pour le covoiturage, je ne sais pas comment ils vont aller vérifier que votre covoitureur sur Blablacar avait bien un véhicule électrique, mais en tout cas, c'est ça l'obligation. Ainsi que les véhicules avec chauffeur, donc Uber, etc. Mais donc les voitures de location et les taxis peuvent encore être thermiques. Donc voilà. Pour le taxi Euh, spécifiquement, il peut encore être thermique. alors, plus de 50 personnes égale obligation dès 2027, mais plus un an pour se mettre en conformité, est-ce correct? Alors non, théoriquement non. En fait, l'année de transition, elle est maintenant, c'est pour 2026. On s'était attendu peut-être à ce que l'obligation soit pour le 1er janvier 2026 avec une période éventuelle de transition d'un an. Mais là, en l'occurrence, vu qu'on nous annonce l'obligation pour le 1er janvier 2027, vous avez quasiment un an pour vous mettre en conformité. Donc voilà, normalement, c'est là-dessus qu'on part. On parle bien de travailleurs et non de bénéficiaires. Donc, en effet, on compte le nombre de personnes qui se trouvent dans l'entreprise. On ne parle pas d'équivalent temps plein, on parle vraiment bien de personnes mentionnées sur le payroll et non de bénéficiaires de voitures de société pour calculer le nombre de personnes euh, liées à l'entreprise. La voiture de location ne doit pas spécialement être électrique. Ouais, mais c'est ce que Béatrice vient d'expliquer. Donc ça, il me semble qu'on vient d'y répondre. 36 mois par catégorie de fonction, Béatrice. Non, c'est bien 36 mois à l'échelle de l'entreprise. Donc si vous aviez un véhicule depuis 3 ans euh, qui était attribué à un travailleur, ça ouvre la possibilité au budget mobilité pour tous ceux qui obtiendraient des voitures après ça. Donc c'est bien à l'échelle de l'entreprise, les 36 mois doivent être respectés, mais après, c'est pas travailleur par travailleur ou fonction par fonction que la condition des 36 mois doit être remplie. Alors, est-ce qu'un refus au budget de mobilité par un travailleur est définitif? Non, absolument pas. Il a le droit à tout moment de rejoindre le budget mobilité, sous réserve bien sûr du timing par rapport à son leasing actuel. Pour proposer des mesures originales dans le pilier 2, l'entreprise doit conclure des partenariats où le travailleur peut venir avec ses propres demandes, genre location de voiture pendant les vacances, etc.
Donc, l'entreprise peut tout à fait avoir des contrats avec plein de prestataires. Ça peut vite devenir un peu épuisant. Donc, souvent, si vous souhaitez gérer vous-même votre budget mobilité en interne, souvent vous allez avoir quelques contrats avec quelques prestataires. Donc, souvent le tech, la SNCB, un leader vélo. Enfin, voilà, vous allez avoir quelques contrats. Mais pour le reste, le travailleur va remettre des notes de frais et lui-même aller chez Air Service prendre son ticket de métro à Paris, par exemple, c'est éligible au budget mobilité, mais vous n'allez pas avoir un contrat B2B avec la RATP. Donc, lui peut remettre ses notes de frais pourvu que ça rentre dans ce que vous avez autorisé dans votre Mobility Policy. Mais comme vous voyez, ça peut vite devenir un peu tentaculaire. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la plupart des entreprises se tournent vers des gestionnaires de budget mobilité, ou alors on a une app ou une carte de paiement qui permet aux travailleurs d'effectuer toutes ces dépenses, qui soient prépayées par l'entreprise, et ça permet d'éviter d'avoir des notes de frais à rallonge avec des dizaines de petits tickets agrafés sur vos notes de frais. Donc ça, c'est une méthode pour essayer d'éviter d'avoir une charge administrative fortement augmentée, que chaque fois qu'il prend une trottinette à 2,20 €, vous retrouviez avec un remboursement à effectuer. Merci. Un bénéficiaire qui n'adhère pas pourrait continuer à bénéficier d'un véhicule hybride, pour l'interrogation, si l'employeur n'est pas éligible à la déductibilité fiscale et donc pas contre l'octroi d'un hybride. Oui, en soi, si la personne reste dans les véhicules de société traditionnels, ben, vous faites ce que vous voulez, comme vous l'avez toujours fait. Donc, tout à fait. Soyez néanmoins bien attentifs également aux cotisations de solidarité. Donc, si l'hybride est à la valeur minimale, ben, ça va, vous restez à la valeur minimale. Mais si il le dépasse, ben, cette année-ci, on est en 2026, donc ça fait fois 4,75, si je ne me trompe pas, les cotisations CO2 sur les véhicules. Donc ça, même si on n'est pas éligible à la déductibilité des voitures, ça reste une charge qui est absolument non négligeable. Existe-t-il tout de même des solutions à moyen ou long terme pour les entreprises type administration, institutions scolaires, associations ne possédant pas de voiture de société pour activer un budget mobilité? Non, actuellement non. Là, on fait plutôt référence au budget mobilité pour tous. Mais ça, voilà, c'était dans les cartons du fédéral, mais il n'y a encore rien de fait à ce niveau-là. Donc, malheureusement, il faut encore attendre un peu pour ces organisations-là. Travailleurs comprend employés et ouvriers. Oui, tout à fait, hein, toutes les personnes qui sont reprises en effet sur le payroll de l'entreprise. Peut-on implémenter maintenant sans être pénalisé par rapport aux dispositions 2027? Oui, et on vous encourage même à le faire. Donc, il est possible que vous ayez des petits ajustements à faire une fois que le texte de loi est sorti, mais on sait déjà à 99,99999% comment s'organise un budget mobilité. Et si vous attendez la dernière minute, là, vous allez être pénalisé parce que c'est quand même un projet qui prend du temps, qui implique plusieurs personnes, qui demande un peu de réflexion. Et donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas traîner et commencer à se pencher sur la question maintenant. Donc, je dirais que la pénalité, elle viendra plutôt si, dans l'autre sens. Ouais, je pense que je n'ai pas donné le chiffre, mais on estime qu'il y a à peu près 8000 entreprises qui vont devoir se mettre en ordre d'ici la fin de l'année. Voilà, comme ça vous donne une petite idée du nombre de personnes concernées. L'employeur peut attendre la fin de chaque leasing en cours, mais peut-il donner la possibilité aux personnes qui ont une voiture électrique en cours de leasing de switcher vers le budget mobilité? Oui, bah, tout à fait. Ça va dépendre de l'entreprise si elle a envie ou pas de s'embarquer dans ce genre de choses. Le plus simple pour elle reste de ne pas l'autoriser et faire en sorte que tout le monde aille jusqu'à la fin de son leasing avant de switcher sur le budget mobilité, mais elle peut tout à fait donner la possibilité de le faire en cours de leasing. Ouais. On en a déjà parlé ensemble, mais est-ce applicable à la fonction publique wallonne? Avez-vous eu de nouvelles infos à ce niveau? Il me semble qu'on en parlait justement hier, Béatrice. Ouais. Donc malheureusement, ça, pour moi, c'est pas encore clair si ça s'applique également aux employeurs publics. Si quelqu'un a la réponse dans le chat, n'hésitez pas, n'hésitez pas à la partager, parce que pour moi, ça reste un point obscur.
ce qui est clair pour moi, c'est que c'est la volonté du législateur que ça s'applique également au secteur public, mais c'est pas. Enfin voilà, je ne suis pas assez experte dans ces matières-là pour savoir s'ils ont la capacité, l'autorité pour pouvoir l'imposer au-delà du fédéral, puisque forcément le fédéral a la main sur le fédéral, mais pour tout ce qui est wallon et communal, j'avoue que je ne sais pas répondre à cette question. Quid de l'évolution du budget mobilité dans le temps? Valorisation dans une indemnité de licenciement, quel montant versus jurisprudence concernant les voitures de société? Oui, donc c'est 2 questions ou une question? Parce que... C'est 3 questions. Ah, c'est 3 questions. Ok. Donc la première question, c'est le budget mobilité n'évolue normalement n'évolue normalement pas. On peut prévoir la possibilité d'indexer avec l'indice sectoriel pour les salaires. Donc ça, c'est la seule possibilité d'augmenter légèrement son budget mobilité. Sinon, normalement, les budgets sont fixés une fois pour toutes au moment où le travailleur signe son avenant au contrat pour rentrer dans le budget mobilité. Ça, c'était pour la première question. La deuxième, c'était les indemnités de licenciement, si je ne me trompe pas, Oui, la Arnaud. valorisation dans une indemnité de licenciement. Oui, donc le budget mobilité doit bien être pris en compte dans l'indemnité de licenciement. Ah, on est à midi, il reste plein de questions, je suppose. Oui, il en reste Il y en encore a qui quelques-unes. arrivent encore. Bon, ben, si vous devez partir, pas de souci. Sinon, on va quand même essayer de répondre à tout. Donc oui, le budget mobilité doit bien être pris en compte dans l'indemnité de licenciement, comme la voiture était prise en compte dans l'indemnité de licenciement. Donc pour la voiture, on essayait d'estimer la valeur réelle de l'avantage. Pour le budget, c'est le budget TCO qui est pris en compte. Donc, ça peut représenter un léger surcoût du budget mobilité par rapport à la voiture de société, puisque pour la voiture de société, on ne prenait pas nécessairement en compte, par exemple, la cotisation ONSS dans la valeur de l'avantage, alors qu'il sera bien pris en compte dans le TCO du budget mobilité. Mais donc, c'est bien la valeur du budget. La manière dont le travailleur a ensuite dépensé ce budget n'a pas d'impact. Très bien. Quid des véhicules de la flotte qui ne sont pas en leasing? Oui, donc ça fonctionne aussi tout à fait pour les voitures qui sont en achat. Donc la formule évidemment de calcul du TCO est impactée selon que c'est du leasing ou de l'achat. On va prendre d'autres valeurs puisqu'on n'a pas un leasing mensuel sur lequel s'appuyer. On va évaluer la valeur du véhicule en achat. Mais sinon, oui, tout à fait, ça s'applique tout autant aux véhicules en achat qu'aux véhicules en leasing. Alors, la prochaine question, elle est liée à celle qui avait été posée par Mélissa par rapport à la fonction publique wallonne. On pose la question dans le même ordre d'idée pour les universités. Ben voilà, la réponse est la même. Bah, à mon avis, les universités, oui, sont tenues. Ouais. Ok. Mais, bon. Les stats démontrent qu'actuellement le pilier 2 est très utilisé par les employés concernés et plus particulièrement au niveau des loyers prêts hypothécaires. Est-ce que cette tendance se confirme? Tu veux... Non. J'ai cru que tu Euh, commencer une réponse. Vas-y, je t'en prie. Donc, oui, oui, clairement, hein, c'est là-dessus que partent la majorité des montants, ne fût-ce que parce que, bah, voilà, un prêt hypothécaire, on paye facilement 1 000 euros par mois, alors que un abonnement à au vélo partagé, on est à quelques dizaines d'euros par mois. Donc, mathématiquement, enfin, je veux dire, automatiquement, si on met son loyer sur son loyer ou son prêt hypothécaire, ses frais de logement en tout cas sur son budget mobilité, c'est évident que ça va capter la majorité des frais et que même si la personne à côté fait du vélo, de l'autopartage, a une mobilité ultra vertueuse, c'est plus simple pour elle de remettre un justificatif par mois avec son loyer que de venir avec tous ses tickets de tous ses déplacements en train, en vélo, en trottinette, etc., etc. Donc oui, quand la possibilité de rembourser le logement est ouverte du côté de l'employeur et que la personne rentre dans les conditions des 10 km, bah oui, tout naturellement, c'est ça qui va capter la majorité des montants et c'est aussi super intéressant. Enfin, tout le pilier 2 est super intéressant, mais comme cet avantage-là est très facile, administrativement, c'est qu'un document et un seul remboursement par mois, bah, il est très plébiscité. L'obligation de proposer ce budget est-elle liée à un document précis pour pouvoir prouver que la proposition a été faite? Existe-t-il un document type? Alors ça, ben, ça va être lié à la réalisation d'une mobility policy et une car policy. Et ça, ben, en fait, c'est ce qui va être réalisé dans le cadre, par exemple, de la consultance qu'on propose. Ça va être de justement vous remettre à jour une mobility policy et une car policy qui soient en ordre par rapport
par rapport au budget mobilité. Un travailleur opte pour un budget mobilité mais souhaite après un temps X bénéficier d'un véhicule de société et ne plus avoir de budget mobilité. A-t-il le droit? Si oui, tous les ans ou autre, il a le droit absolument de quitter le budget mobilité et de repartir sur une voiture de société dès qu'il en émet le souhait. Mais vous Et en pouvez soi, il a prévoir. déjà une voiture, il peut déjà avoir une voiture de société dans son budget mobilité. C'est juste qu'elle a une valeur inférieure au TCO auquel il a droit. Imaginons qu'une nouvelle fonction se crée au sein de l'entreprise. D'office, il n'y a pas de 36 mois, donc pas de possibilité de proposer ce budget mobilité aux nouveaux collaborateurs. Mais donc, ça a été répondu entre-temps, mais donc la condition des 36 mois est bien pour l'ensemble de l'entreprise. Et donc, si vous créez une nouvelle fonction qui est liée à l'octroi d'une voiture de société, cette personne pourra immédiatement bénéficier enfin, devra immédiatement pouvoir bénéficier du budget mobilité. Peut-on défrayer les trajets professionnels si l'adhérent ne prend pas de pilier 1? Si oui, comment ça s'inscrit concrètement? Fiche de paye ou dans le budget? Donc oui, si la personne ne prend pas le pilier 1 et que vous décidez de quand même intervenir enfin, et utilise son véhicule personnel, en fait, pardon, non, je remets le cadre. En fait, ça dépend de la manière dont vous avez calculé le TCO au départ. Si vous pouvez choisir dans votre calcul de TCO au départ d'exclure les frais professionnels parce que vous savez que vos travailleurs en auront et que vous souhaitez pouvoir intervenir dedans. Donc vous réduisez un peu le budget TCO de départ et vous remboursez les frais professionnels sur base d'une déclaration, et alors vous remboursez les 42 cents, on est peut-être à 43 maintenant, enfin bref. Le forfait pour les déplacements professionnels en véhicule privé, donc ça c'est une des possibilités. Et donc vous le remboursez soit sur la fiche de paye, soit par note de frais, remboursement séparé, ça c'est comme vous le voulez. Si par contre vous avez prévu dans votre TCO que l'ensemble des déplacements étaient couverts par ce TCO, eh bien ça veut dire que quelque part il a déjà reçu le financement qui couvrait auparavant ses déplacements professionnels, et donc c'est à lui désormais de les prendre en charge. Et je vous conseille de l'indiquer dans la mobility policy pour que la personne soit bien consciente qu'une fois qu'elle rentre dans le budget mobilité, elle renonce à toutes sortes d'avantages. Elle renonce aux déplacements, l'intervention dans les déplacements professionnels. Elle renonce à toutes les autres indemnités de déplacement domicile-travail en voiture, l'indemnité vélo qui sera forcément prise alors dans le budget mobilité. Elle existe toujours, mais il n'y a pas la possibilité de le demander en plus du budget mobilité, sauf dans certains cas particuliers. On renonce aussi à une exonération fiscale pour les quadricycles motorisés, c'est quelque chose de plus rare. Et on renonce aussi à la possibilité du leasing vélo en plus du budget mobilité. Celui-ci devra être pris dans le budget mobilité. À chaque fois, il y a des exceptions. Si on cumulait pendant au moins 3 mois avant le début du budget mobilité, on peut maintenir ce cumul. Mais la règle de base, c'est que quand on rentre dans le budget mobilité, on renonce à toute une série d'autres remboursements et indemnités. Il reste encore une poignée de questions. Si un plan mobilité n'est pas possible, peut-on proposer un plan cafétéria? Oui, c'est une bonne alternative, hein, ça permet quand même de flexibiliser la rémunération et de proposer tout un panel d'avantages. Donc oui, si on rentre pas dans les conditions d'un plan mobilité, le plan cafétéria peut être une alternative pour rester un employeur attractif. Si on entre dans le budget mob, les abonnements train ou bus n'ont plus la possibilité de bénéficier du 80-20, correct, donc coût supplémentaire finalement. Non, donc les abonnements train ou bus peuvent toujours être pris via l'employeur, donc à condition évidemment que l'employeur ait une convention B2B avec le tech, avec la SNCB, puisque le 80-20 ne s'applique pas au tech, pardon. Donc si vous avez la convention B2B avec la SNCB, et que du coup l'employé prend bien son abonnement via l'employeur et pas lui en direct qui va au guichet et puis qui remet sa note de frais, en soi le 80-20 peut continuer à s'appliquer dans le budget mobilité, selon moi. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'applique chez nous. Doit-il être approuvé par le CE? Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne pense pas. Ce n'est pas repris dans les étapes légales pour introduire un budget mobilité. Mais voilà, ce n'était pas repris. Maintenant, ne me citez peut-être pas là-dessus.
vérifier quand même. Et je pense que ça reste positif que ce soit une discussion également qui implique les syndicats. On parle de quel TCO? On parle de TCO2. Et alors, dernière question, la règle pour le logement versus télétravail, c'est toujours plus de 50% du temps. C'est juste le lieu de travail principal, donc c'est pas forcément plus de 50% du temps. Si vous avez que deux lieux de travail réguliers, c'est-à-dire chez vous et votre entreprise, bah oui, ce sera plus de 50% du temps pour pouvoir être majorité du temps. Maintenant, si vous êtes responsable d'une chaîne de magasins et que tous les jours du mois vous allez dans un magasin différent, mais que chaque vendredi vous êtes chez vous pour traiter l'administratif, en ayant seulement 20% du temps chez vous, c'est quand même votre lieu de travail principal parce que c'est l'endroit où vous passerez le plus de temps. Donc voilà, pas forcément 50%, mais lieu de travail principal effectif si on note concrètement où est-ce qu'on était à chaque moment. Donc c'est évidemment un peu plus lourd administrativement parce qu'il faut pouvoir justifier que c'est bien là qu'on a passé la majorité du temps pour le mois concerné. En effet, on entend souvent ce 50% qui est parfois mentionné à tort, alors que c'est bien l'endroit où on travaille le plus, y compris s'il y a du multisite. Ben voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Désolé, on a un tout petit peu débordé, mais c'était important pour nous de pouvoir répondre à toutes les questions. Et elles ont été nombreuses. J'espère qu'on a pu y répondre de manière adéquate. Comme on disait, le replay de ce webinaire sera disponible, vous sera envoyé. Merci à vous d'y avoir participé. Et voilà, pour la suite, ben, continuez à vous tenir au courant de nos événements. Et puis, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous en avez besoin pour vous aider dans l'accompagnement de votre budget mobilité. Voilà, je vous dis au revoir et à très bientôt.